Au cours de mes recherches, j'ai aussi développé un intérêt sur l'histoire du regard occidental sur les arts de la côte nord-ouest. En fait, c'est quelque chose, le petit ouvrage là sur les arts premiers est quelque chose qui est venu s'intercaler dans cette recherche. Et donc, en fait, j'ai travaillé plutôt sur deux périodes. J'ai travaillé plutôt sur le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, donc c'est-à-dire sur le regard qui était porté sur les objets de la culture matérielle par les explorateurs, les navigateurs et puis les premiers visiteurs qui sont rendus dans cette région. Et puis le deuxième volet, où j'ai écrit peut-être une dizaine d'articles, donc c'est sur la découverte des arts de la côte nord-ouest et des arts yuppiques par les surréalistes, donc à partir des années 20. Enfin, il s'agit des années de la côte nord-ouest, plutôt dans les années 20, et ce n'est que, disons, plutôt dans les années 30 que les surréalistes ont découvert l'art yuppique à la faveur d'une exposition qui avait été organisée par Charles Raton, un marchand d'art, Charles Raton et galeriste, à Paris. Donc en fait, j'ai rassemblé une documentation importante, justement sur le regard porté par les explorateurs. Et puis aussi, je me suis intéressée aussi sur les relations, enfin, sur les premières collectes et les relations entre les autochtones et puis les Européens. Et on s'aperçoit effectivement que c'est pas, enfin, qu'il y a que les autochtones sont partie prenante dans les transactions et que comment dire, que en fait ils nous montrent ce qu'ils veulent montrer, ils apportent sur les bateaux que ce qu'ils veulent. Ils ont quand même un contrôle sur les échanges avec les Européens. Donc là, j'avais fait une communication à un colloque qui à La Rochelle, qui était sur la constitution, sur l'histoire des collections et puis sur l'histoire des collections à partir de le rôle joué par les explorateurs dans la constitution des collections. Voilà. Et autrement, j'ai aussi fait plusieurs communications, donc à un colloque Casca à Victoria, sur justement le regard des Français, des explorateurs français, sur l'art Aïda, on a quelques témoignages, et puis aussi sur la manière dont on décrit ce qu'ils voyaient notamment sur les arts, sur les œuvres, les œuvres à deux dimensions, soit la peinture ou la sculpture en bas-relief. Comment justement les explorateurs ont décrit ces objets, parce qu'on sait que l'art à deux dimensions, que ce soit la peinture ou la sculpture en bas-relief dans les sociétés de la côte nord-ouest c'est quelque chose de très formel, on peut dire presque abstrait, qu'il y a une grammaire avec plusieurs éléments qui se combinent entre eux. Et comment ils arrivaient à déchiffrer, comment ils en parlaient, comment ils arrivaient à déchiffrer ce qu'ils voyaient sur des panneaux ou sur des frontons de maisons, etc. Et en fait, ils parlaient surtout en termes de hiéroglyphes. Et donc, en fait, j'ai écrit un article qui s'appelait La peinture comme écriture. Et donc, en fait, le terme hiéroglyphe, il avait un sens à cette époque, fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, un sens polysémique. Et donc, j'ai montré qu'en fait, ça leur permettait de parler de quelque chose, de nommer quelque chose, et sur lequel qu'ils ne comprenaient pas.
C'est-à-dire que de pouvoir témoigner qu'ils ont vu des choses, mais qu'ils ne savaient pas comment ça s'agençait, et aussi oui, effectivement, d'attribuer des significations, mais sans savoir exactement de quoi, sans connaître le rôle exact, hein, de ces objets, de ces représentations dans les cultures locales. Mais aussi, c'était le terme hiéroglyphe aussi, et permettait aussi de donner une indication sur la manière dont ils concevaient ces sociétés, c'est-à-dire que c'était aussi par ce terme, par ce mot, oui, par ce terme, c'était une manière de porter un jugement sur l'état d'avancement de ces sociétés, savoir si c'était des sociétés avancées, des sociétés sauvages, donc oui, c'était de porter un jugement sur l'ancienneté et le degré d'avancement de ces sociétés. Donc voilà, mais j'ai encore beaucoup de matériaux à exploiter, et puis aussi je me suis intéressée sur les notions de lait, de beau, etc., sur les proportions, mais ce travail est encore donc à l'état embryonnaire. Donc, comme je l'ai dit, en revanche, j'ai écrit plusieurs articles, disons, sur la rencontre des surréalistes avec l'art de la côte nord-ouest et l'art Yupik. En fait, le premier, ça date de très 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 longtemps. Je crois que le premier article que j'ai écrit remonte à 1992. Et c'était pour un volume qui était publié, je crois, à l'UNESCO, sous la direction de de mes amis Joël Rostowski et Sylvie Devers. Et c'était donc à l'occasion, pour le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Et je crois que j'avais intitulé cet article « Le tambour d'eau des castors, rencontre avec rencontre des surréalistes avec l'art de la côte nord-ouest ». Mais c'est pas le tambour des castors, le tambour d'eau des castors, c'était un mot de Breton, une expression qui avait été utilisée, poétique qui avait été utilisée par Breton. Donc je crois que le texte n'avait pas été, ce titre n'avait pas été retenu, mais bon, c'était un article sur la découverte des surréalistes de l'art de la côte nord-ouest. Et après, donc c'est ce premier article en 1992, et après j'ai été amenée à peut-être un des articles aussi qui a jalonné, c'était un article que j'ai publié dans le Journal of Surrealism in the Americas, c'était un journal en ligne qui avait été publié à la suite d'un colloque qui avait été organisé à Phoenix sur le surréalisme, ethnographie et surréalisme ou quelque chose comme ça. Et là, j'avais fait une communication puis rédigé un article où j'avais pris l'exemple de deux surréalistes qui se sont rendus sur le terrain juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Kurt Seligman, et puis qui était un peintre d'origine suisse qui avait été admis dans le cercle surréaliste au début des années 30, et puis un autre peintre, Wolfgang Paalen, aussi, qui était un ami de Breton, qui était un ami d'Éluard, qui était lui d'origine autrichienne. Et donc Seligman avait été assez fasciné par l'art de la côte nord-ouest. Il faut dire que déjà il y avait quelques petits articles qui étaient parus ou des photos d'objets dans les revues d'avant-garde donc des années 30. Et Seligman s'était donc rendu en territoire Tsimshian. Il est allé à Hazelton pendant 4 mois. Et son objectif, c'était de collecter un mât héraldique. Ce qu'il a fait dans une communauté à côté du village d'Hazelton, une communauté Wet'suwet'en, à Gilgit.
Et mais Seligman est resté vraiment 4 mois. Et en fait, il s'est beaucoup reposé sur les notes de terrain de Barbault. Il a une petite correspondance avec Barbault, avec Marius Barbault, qui était à l'époque au musée, enfin l'anthropologue en chef du département d'anthropologie du Musée national d'Ottawa. Et donc il s'était vraiment, documenté. Et puis il a eu aussi des échanges avec les gens d'Agwilgate. Et il se trouve que les deux ont été admis à la Société des Américanistes dans les années 38 ou 39. Ils sont tous les deux. Mais ce qui est important, c'est que Seligman a publié l'histoire du mât Wet'suwet'en. Ce mât a été rapporté en France, à Paris, et il a été érigé devant le musée du Trocadéro en décembre 1938. Et Seligman a raconté l'histoire de ce mât, donc a publié, et puis après il a publié dans une revue, dans d'autres revues, il a publié un entretien avec un Indien, Chimchan, etc. Enfin bon, mais en fait Seligman a presque fait œuvre d'ethnologue, parce que bon, cet article a été admis par les rédacteurs, le rédacteur en chef du journal des Sociétés des Américanistes. Seligman, Pahlen, ça a été différent. Alors que Seligman est resté sur place pendant plusieurs mois, au contraire, Pahlen a quitté Paris puisque en 1939, disons juste quelques mois avant la guerre, il est allé à New York. Il a été aussi, il avait déjà certainement, peut-être qu'il possédait déjà quelques objets de la côte nord-ouest, mais il a vu, il a été certainement assez bluffé, assez impressionné par les collections qu'il a vues à New York, les collections de la côte nord-ouest à l'American Museum of Natural History ou au Brooklyn Museum. Et en fait, il a décidé avec sa femme, son épouse, Alice Raon, et puis une amie, Eva Sulzer, de partir en Colombie-Britannique. Et là, il y avait aussi une espèce d'appel. Il était fasciné par les forêts, qui lui rappelaient les forêts de son enfance. Il était à la recherche, je sais pas, de quelque chose de paysage, presque quelque chose qui relèverait de à la recherche comme la force de la nature, enfin quelque chose comme ça. Et il était donc il a voyagé donc en Colombie-Britannique et puis en Alaska, mais à la différence de Seligman, il a eu très très peu de contact avec les autochtones. Il a recueilli une collection assez importante d'objets qu'il a ensuite rapporté jusqu'à Mexico City. C'est l'endroit où il a vécu après son séjour, disons, en Amérique du Nord, après quand il est rentré de Colombie-Britannique et d'Alaska. Et puis ces objets ont été vendus, dont une partie a été acquise au musée de Denver. Seligman Wolfgang Pahlen a publié, était assez féru d'ethnologie, il a lu des textes, et il a publié un article important intitulé Totem Art dans une revue qu'il avait fondée, qui s'appelle DIN, qu'il avait fondée en 1900, je sais plus, 40, je sais plus exactement, 40 ou 41 à Mexico, ou 42, je sais plus, 40, bon, qu'il a fondé à Mexico. Et donc il a publié un article important sur l'art dittotémique,
Et pour ce faire, il a aussi, comment dire, consulté, échangé, comment dire, échanger des informations avec des ethnologues du musée de Victoria, et donc et puis qui l'ont aidé comment dire, à rassembler une documentation importante. Mais en fait, l'idée, c'était de montrer que, en fait, il était fasciné par cette relation, enfin cette absence tout comme les surréalistes d'ailleurs, cette absence de frontières entre l'humain, le non-humain, les trucs de transformation, et puis sur toute cette force, cette énergie qu'il y avait dans cet art, et que quelque chose que les comment dire, que les artistes modernes devaient capturer pour se renouveler dans leur création. Ou en même temps avec une théorie sur l'autotémisme qui était très, très évolutionniste aussi. Voilà. Donc c'était un mélange comme ça de choses qui sont importantes à divers, et à divers niveaux, mais bon, qui n'ont pas forcément l'approbation comment dire, des ethnologues. J'ai écrit dans des catalogues d'exposition, et puis justement sur pourquoi qu'est-ce qui a fait que les surréalistes se sont intéressés à cet art de la côte nord-ouest, même s'ils ont d'une certaine façon complètement ils étaient à la recherche de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas, de nouvelles règles, d'une nouvelle vision du monde. Et ils ont pensé se trouver justement dans ces objets, que comme si ces objets étaient porteurs d'une nouvelle vision du monde, et qui avaient comme ça une charge poétique, et c'est ce qui les a vraiment intéressés. Et puis, ils ont été les premiers à exposer des œuvres d'art moderne au contact d'œuvres aussi bien océaniennes que nord-amérindiennes. Ils ont aussi organisé des expositions dès leur arrivée à New York, dès qu'ils ont commencé à constituer une petite collection. Et ils ont été un peu, ce sont eux qui ont, haussé au rang d'œuvres d'art ces œuvres. Et justement, par l'intermédiaire de Carl Bach et du Museum of the American Indian, ils ont réussi à constituer des collections très très importantes qui ont été dispersées. Il y a aussi Lévi-Strauss qui faisait partie de ce cercle-là, qui a aussi constitué une superbe collection qui a été vendue en 1951. Après, il y a eu la collection Breton qui a été vendue en 2003, la collection Lebel en 2005. Mais en fait, c'était les collections du musée du Trocadéro étaient vraiment d'une pauvreté insigne par rapport à la richesse des collections qui ont été rapportées par les surréalistes et puis des gens, les membres du cercle surréaliste au retour de la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, on peut contester. Et c'est ce que certainement, maintenant, les modalités d'appropriation par les surréalistes des objets
de ces objets. Effectivement, ça leur offrait une possibilité, une fenêtre ouverte sur d'autres mondes, de pensée qui permettaient de, je sais pas, stimuler leur imaginaire au contact de ces œuvres. Et donc il y a eu comme ça, il y a une appropriation matérielle, mais il y a aussi le fait de collecter, de rassembler des collections. Il y a aussi une appropriation intellectuelle et esthétique, et justement qui peut-être, qui est certainement contesté par des représentants des communautés autochtones aujourd'hui, euh, puisque justement ces objets sont détournés de leur sens, de leur signification originaire, qu'ils ont été élevés à titre d'œuvres d'art, et et que on a peut-être on les a détournés dans les mettant en faisant des rapprochements plutôt incongrus d'objets de provenance, d'origine tout à fait différente, pour provoquer puis la surprise et en quelque sorte une sorte d'émerveillement. Donc certainement on voit là aujourd'hui, effectivement ils sont accusés d'un espèce de primitivisme ou d'exotisme, et parce que disons en voulant changer le monde, en voulant changer leur rapport au monde, en fait ils ont fait de l'heure le pouvoir de suggestion qui pouvait, ils ont fait leur le pouvoir de suggestion qui peut-être était incarné, qui était représenté, qui était incarné par ces objets, et ils ont en fait transformé ces objets en pur objet de désir. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, il y a on peut aussi voir cette dimension-là dans l'appropriation des surréalistes, des arts non occidentaux.